Les limites qu'on pense physiquement et mentalement, c'est toujours subjectif à soi-même. Cherchez à atteindre les limites que vous croyez que vous avez, puis vous allez probablement découvrir qu'il en reste encore après. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. L'école de l'US Army Ranger est une des expériences d'entraînement les plus difficiles qu'un soldat peut endurer. Au Canada, il y a peut-être une couple de douzaines de personnes qui sont entraînées et qualifiées comme des Rangers. Et j'en ai un ici avec moi pour nous parler de ce cours légendaire, Capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment. Bienvenue au balado! Merci de m'inviter. Donc, c'est quoi un Ranger de l'armée américaine? Le régiment Ranger, c'est une unité de force spéciale. C'est l'unité par excellence pour les raids au sein de l'armée américaine. Pour ce qui est du cours de Ranger ou la qualification Ranger, c'est un cours de leadership qui simule les situations de combat au niveau de section et de peloton pour tous les membres de l'infanterie au sein de l'armée américaine, que ce soit dans un régiment d'infanterie conventionnel, au sein des régiments Ranger ou au sein des Green Berets. On n'a pas beaucoup parlé du stuff de fantassin sur le balado jusqu'à ce point-ci. C'est quoi un raid? Un raid, c'est une attaque qui est organisée, planifiée par une organisation sur un point où l'ennemi est connu. Sa disposition est plus ou moins connue, puis le but, c'est d'aller à cet endroit-là puis de détruire l'ennemi. Donc, vous avez appris comment faire des raids de la manière américaine? Essentiellement, le cours est basé sur deux actions offensives, le raid et l'embuscade. Donc, c'est ce qui constitue la base de toutes les évaluations tout au long du cours. C'est l'environnement autour de ces missions-là qui change. Donc, toutes les tâches qui sont confiées, que ce soit au niveau de section, au niveau de peloton, c'est des raids et des embuscades, mais ça va se conduire dans des plaines, sur des montagnes ou dans des marécages. Donc, c'est quoi le format de l'entraînement? Le format de l'entraînement, ça se conduit en 3 phases, 20 jours, 20 nuits chaque. Typiquement, la phase va commencer avec de l'instruction en classe pour ensuite aller vers des exercices en campagne. Chaque début d'entraînement se fait en garnison, donc un lit, un certain niveau de repos, presque 3 repas par jour. Puis ensuite, dans l'entraînement dans le champ, évidemment, on dort à la belle étoile. Et puis le régime calorique descend aux alentours de 1500-1800 calories par jour, avec 2 rations qui sont mangées en même temps le matin, et puis 24 heures jusqu'aux prochaines rations. La première phase, ou la première partie de la première phase, je devrais dire, c'est le Ranger Assessment Phase. Donc c'est là qu'il va y avoir tous les tests d'entrée, les tests physiques. On parle de 49 push-ups continus, 59 set-ups continus, 5000 en bas de 40 minutes, un test de survie à l'eau en attirail de combat, une course en paire de 1000 en attirail de combat avec une piste à obstacles, 12 000 ou environ 20 km de marche rucksack avec attirail de combat, et puis une course à obstacles. De plus, le Ranger Assessment Phase se termine par un exercice de navigation de jour comme de nuit, pour évaluer l'habileté des candidats à naviguer. Puis un échec sur peu importe lequel de ces tests d'entrée-là constitue un renvoi automatique à la maison. À la maison? Pas 20 jours de plus? Non. Un retour au bercail. Wow. Chaque phase aussi débute avec un saut pour les membres qui sont parachutistes, puis va se terminer avec une évaluation des pairs, où les 2 derniers de chaque peloton gagnent la chance de recommencer leur phase. Gagnent la chance. Donc, c'est quoi la prochaine phase après ça? Après la phase initiale à Benning, où on est enseigné les tactiques au niveau de section, puis la planification au niveau de section, on passe à la phase de montagne dans les Appalachian Mountains en Géorgie, où on va se tourner plus en peloton, avec une forte composante de montagne, donc des nœuds, des systèmes d'ancrage, de poulies pour déplacer de l'équipement, des blessés, du rappel de jour comme de nuit. Puis, bien entendu, avec un environnement de montagne, où tous les scénarios offensifs maintenant se passent sur une élévation qui est assez abrupte. Donc, ça rajoute beaucoup aux tests d'endurance au niveau de la force musculaire pour les jambes particulièrement. Puis aussi,
Ça donne l'occasion d'appliquer des techniques de navigation qui sont différentes du fait qu'on a de la navigation avec de l'élévation. Donc, beaucoup de sommets, beaucoup de faux plats, beaucoup de descentes. Donc, ça fait des planifications de route qui sont plus dynamiques, c'est-à-dire qu'une ligne droite sur un terrain qui est plat est probablement la route la plus courte, mais une ligne droite qui passe au-dessus de 2 sommets que tu dois monter, redescendre. En termes de temps et d'énergie, c'est probablement pas la façon optimale de se rendre du point A au point B. C'est quoi la prochaine phase? La dernière phase, c'est un environnement qui n'est pas très familier pour les Canadiens. On parle de la phase de marécage en Floride. La première fois qu'on le rencontre, ça peut être intimidant. En Floride, à l'arrivée, si quelqu'un a la chance de faire comme moi un cours en plein mois de juillet, Ouais. l'humidité, c'est assez prenant, la chaleur, l'humidité. Ils appellent ça une classe de reptiles qui va nous montrer la beauté de la flore et la faune qu'on va rencontrer pendant le prochain presque mois. Donc, tous les jolis serpents de toutes les couleurs, les alligators, les crocodiles, donc tous les animaux avec lesquels on va partager nos nuits. On pense aux flores et la faune dans des, dans des marécages, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, ben, il y a des crocodiles, il y a toutes sortes d'affaires, c'est super dangereux. Mais j'imagine, vous avez survécu, il n'y a personne de mort sur le cours, donc c'était probablement pas aussi pire que ça. Non, c'est juste quelque chose à être conscient. C'est quelque chose qu'il faut s'habituer, qu'il faut être capable de reconnaître. Est-ce que le serpent que je vois devant moi, est-ce que c'est quelque chose qui est Est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est sans danger? Mais en grand groupe, comme on est en peloton, puis à 10 à 12 soldats dans un bateau d'assaut, juste par le bruit qu'on fait, puis par l'espace qu'on prend, généralement, la flore se tient loin de nous. Donc, non, c'est pas quelque chose qui est à avoir peur, c'est juste quelque chose qui fait partie de l'environnement, puis ça faisait partie de l'apprentissage. Ouais, ça fait du sens. Donc, durant la phase, on va se familiariser avec la navigation en rivière. Beaucoup d'émissions vont débuter sur des berges, descendre une rivière, traverser un marécage pour aller ensuite effectuer l'action offensive qui t'a été donnée, donc le raid ou l'embuscade. Donc, mettre en pratique le concept de vivre et d'arriver par un endroit où l'ennemi s'attend pas de nous. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique durant cette phase-là, de traverser quelque chose que, quand on regarde la carte, on se dit personne ne va passer par là. Non. Eh ben, c'est par là qu'on passe. Ouais. Donc, c'est une dynamique aussi qui est intéressante du fait que, malgré que les mouvements soient difficiles, c'est relativement silencieux, puis ça se fait relativement bien avec des ponts de corde, puis avec un peu de technicalité et de savoir-faire. Et après ça? Une fois que la phase de Floride est terminée, on a la chance de réintégrer un peu la vraie vie, retourner avec un lit, 3 repas par jour, même 3 et plus, donc free for all ou buffet ouvert pour tout ce qui est nourriture, dans le but de se mettre un petit peu de peau sur les os pour la graduation, où ce que nos familles viennent nous voir, puis qu'ils ne soient pas trop apeurés par notre apparence. Ensuite, c'est la graduation qui est quelque chose qui est quand même pris au sérieux, malgré que ça soit fait souvent par l'école, parce que les familles viennent. C'est quand même un cours qui a une grande tradition. Donc, moi, j'ai eu la chance que ma femme vienne en Géorgie, me donner mon Ranger Tab, puis le mettre sur mon uniforme. Cette partie-là est un souvenir que je chéris beaucoup. Donc, 60 jours en tout. Ben, moi, j'ai eu la chance de le finir en 60 jours, on va y aller avec la chance. J'ai rencontré des gens là-bas que ça faisait 180 jours qu'ils étaient là. Donc, ça fait partie de la dynamique du cours. Ça fait partie de quelque chose qui motive à garder des performances élevées. 60 jours, c'est plate, mais 80, c'est encore plus plate. Fait ouais, c'est ça. Si tu t'arranges pour faire tout ce que tu as à faire le premier coup, ben, t'es pas obligé de rester là plus longtemps qu'il faut. Avec tout ça, puis surtout, vous avez parlé comme le montant de calories que vous avez pris pendant, surtout, qu'est-ce que je dirais, c'est un travail très exigeant. Comment est-ce que vous avez géré ces restrictions-là? Ça aurait dû être pas mal difficile, j'imagine. La privation de nourriture, c'est pas je vais l'appeler un outil d'entraînement que le système d'instruction de l'armée canadienne utilise beaucoup en dehors de cours comme des cours de survie. Donc, c'est quelque chose que, en effet, j'étais pas habitué. Puis c'est une partie de la réaction physique que je connaissais pas, ou c'était de l'inconnu. Je savais pas comment mon corps allait réagir. Je savais pas comment mentalement j'allais réagir
privation de nourriture, puis de jour en jour avoir moins de masse musculaire, moins d'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le coup. En tout et partout, j'ai perdu entre 25 et 30 livres, qui m'a amené à un poids pour un adulte de 24 ans d'environ 140 livres, donc plus beaucoup de peau sur les os. Oui. Il y a un processus aussi après, ça change un peu le métabolisme, donc ça va ralentir beaucoup ton métabolisme, un peu à l'image des alpinistes. Donc, il y a une façon de se nourrir puis de retourner à l'entraînement après qu'il faut que tu apprivoises. Est-ce qu'il y a un programme pour ça? Comme pour revenir en forme après avoir vécu cette expérience-là d'un point nutritif? Informellement, j'imagine que tout le monde a un petit peu sa version des choses. Moi, personnellement, quand je suis revenu, j'ai fait appel au PSP puis aux entraîneurs physiques qui sont sur la base pour avoir un programme de retour à l'entraînement progressif puis discuter de nutrition avec eux. Ah, OK. Ça, c'est... Est-ce que PSP, c'est une ressource, clairement, vous utilisez cette ressource-là souvent? C'est une ressource que j'utilise à toutes les fois que je sais que j'ai un défi qui s'en vient parce que c'est... généralement, la qualité des entraîneurs est présente. C'est des gens qui savent extrêmement bien leur travail, mais aussi qui connaissent le milieu militaire, qui connaissent les défis. Donc, personnellement, je trouve que c'est une ressource que tout le monde devrait utiliser lorsqu'ils ont à être envoyés sur un cours qui est difficile, qui vont s'apprêter à aller faire une sélection pour les forces spéciales ou n'importe quel grand défi physique. Comment est-ce que vous avez géré les difficultés mentales de cet aspect-là? Je suis sûr, manquer de sommeil, tout ça. Puis en plus, des environnements difficiles, il y a des crocodiles partout, etc. Là. Comment est-ce que vous avez géré ça, cet aspect-là? Sur le cours, on est coupé du monde. C'est-à-dire que durant les 60 jours, on a accès au téléphone une fois par phase. C'est un peu une scène comme dans une prison où il y a 5 ou 6 téléphones avec des 25 cents pour faire un appel avec 50-60 personnes qui te regardent parce qu'ils attendent leurs 2 minutes aussi pour appeler leur famille. Donc, c'est le seul contact vraiment qu'on avait avec l'extérieur. Sinon, des lettres, j'envoyais des lettres à ma femme m'envoyait des lettres. Donc, un médium de communication que, ayant presque 30 ans, j'avais jamais employé de ma vie. Ça l'aidait à passer au travers. Mais surtout, c'est les relations interpersonnelles qu'on développe avec les autres personnes qui sont sur le cours, que ce soit des Américains ou aussi les membres d'autres forces armées qui sont avec nous sur le cours. Tous les militaires à travers le monde, on a une certaine affinité, puis on a des expériences sans être tout le temps semblables, avec lesquelles on peut créer des liens. Donc, c'est d'utiliser ça, puis d'apprendre à connaître les gens avec qui on va passer les prochains 3 mois. Puis ça l'aide beaucoup à pas passer le temps, mais rendre le temps meilleur. Donc, en parlant d'autres pays, c'est quoi l'expérience dans un contexte international travaillant avec des militaires américains? C'était forcément en 2016, dans une période où l'armée américaine était encore très impliquée en Afghanistan, en Irak. Donc, c'était pour la grande majorité des NCO qui étaient sur ce cours-là, c'était tous des vétérans en 2 et 7 tours combinés entre l'Afghanistan et l'Irak, dans des rôles d'infanterie conventionnelle jusqu'à Green Berets. Donc, l'expérience qui avait à être partagée était franchement intéressante, puis valait la peine de s'investir. Puis aussi, le réseau d'alliance des États-Unis est beaucoup plus étendu que le nôtre, dans le sens où ils ont des relations à différents degrés avec beaucoup de pays, beaucoup de régimes. Donc, des rencontres avec des militaires de forces armées que j'aurais jamais eu une lumière sur comment eux ils travaillent, quel genre d'opération ils sont, le genre d'organisation, comment ils fonctionnent. Par exemple, des militaires du Pakistan, du Liban, de Singapour, des Français, des Anglais. Donc, une grande variété, autant des membres de l'OTAN qui sont plus près de comment on travaille que des forces armées asiatiques ou du Moyen-Orient. On parlait pas mal de l'aspect individuel du cours. C'est quoi le rôle du travail d'équipe dans le contexte de l'entraînement? Le rôle du travail d'équipe, honnêtement, c'est la base de tout travail pour un métier des armes de combat. Puis c'est vrai là aussi. Le temps qui est alloué pour réaliser la planification de mission jusqu'à la fin de l'exécution est par design et compressé, de façon à ce que chaque partie de la planification de la mission doit être déléguée à un autre des membres de l'équipe. Donc, même si on est le commandant de l'équipe, il faut être en mesure de déléguer sa navigation à son navigateur, c'est lui qui va la briefer. La même chose pour le plan médical, la même chose pour tout ce qui est les aides visuelles, la même chose pour faire la maquette. Donc, chaque partie, pour former le tout, doit être déléguée selon les forces et les faiblesses de chacun. Donc,
faut aussi s'assurer de connaître les membres de son équipe pour savoir qui est le mieux pour faire telle ou telle tâche. Il faut se connaître soi-même pour savoir où s'impliquer puis où se porter volontaire. Puis il faut rester à l'écoute parce que arrive souvent des moments où ils vont appeler une pause tactique puis ils vont changer à l'intérieur du peloton les positions. Donc, vous étiez fusilier numéro 7, vous êtes maintenant commandant de peloton. Donc, il faut que tu aies pris part il faut que tu sois investi dans la planification jusqu'à l'exécution pour être en mesure de pouvoir prendre la place, être interchangeable à tout moment. Donc, en termes de votre carrière, comment est-ce que votre entraînement puis vos expériences vous ont impacté? En termes de mon cheminement de carrière à l'infanterie, ça m'a ouvert la porte au peloton de reconnaissance. Donc, à défaut d'avoir un cours de reconnaissance avec mon cours de Ranger, on m'a envoyé là. Ça m'a, je pense, beaucoup mieux préparé à mon rôle comme commandant d'infanterie, au sens où ce cours-là m'a ramené ou m'a enseigné des bases de la tactique puis du travail de soldat d'infanterie que je connaissais pas. Par exemple, l'emploi de mitrailleuses ou d'équipe de mitrailleuses. Donc, j'avais été comme commandant de peloton d'infanterie. On se fait enseigner à employer des mitrailleuses sur un champ de bataille à l'intérieur d'un peloton. Sur le cours de Ranger, j'ai appris à commander 2 mitrailleuses dans une équipe de mitrailleurs. Donc, tout le travail tactique qui est normalement demandé d'un caporal-chef dans un peloton des armes ou d'un chef des armes dans un peloton d'infanterie, c'est un travail que j'avais jamais fait personnellement. Donc, faire ce cours-là m'a beaucoup appris sur le travail qui se passait à l'intérieur de mes propres organisations. Sinon, plus généralement, le cours de Ranger, ça donne un insigne sur l'uniforme, que ce soit l'uniforme de parade ou l'uniforme de combat. Donc, étant un cours qui n'est pas offert souvent au sein de l'armée, qui n'est pas non plus réussi souvent au sein de l'armée, ça donne toujours lieu à des discussions, beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, ça m'ouvre souvent à parler avec des gens qui peut-être j'aurais pas abordé avec. Comme en ce moment. Comme en ce moment. Et si vous tirez quelque chose de votre expérience puis de votre entraînement dans ce contexte-là, est-ce que quelqu'un, peut-être aujourd'hui, chercherait à s'améliorer? Est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous pouvez leur dire, un truc? Si vous faites ça, c'est un bon début. Au niveau personnel, ça reste que les limites qu'on pense physiquement et mentalement, c'est toujours subjectif à soi-même. Puis que souvent, c'est des limites qui sont imposées personnellement. Donc, cherchez à atteindre les limites que vous croyez que vous avez, puis vous allez probablement découvrir qu'il en reste encore après. Puis au niveau interpersonnel, je pense que c'est premièrement d'apprendre sur soi-même, d'apprendre ses forces et ses faiblesses au sein d'une équipe. C'est quoi votre dynamique au sein d'une équipe pour être plus apte à approcher le travail selon ce que vous avez à donner à l'équipe? Puis dans la même ordre d'idée, c'est de prendre le temps, pas superficiellement, d'aller apprendre sur les gens avec qui vous travaillez, apprendre à les connaître, apprendre leurs forces et leurs faiblesses, apprendre en quoi ils sont bons, puis dans quoi ils ont besoin de plus d'entraînement. C'est quelque chose qui va vous redonner beaucoup quand une tâche va être donnée à votre équipe ou à vous. Vous allez trouver plus grande facilité, puis la qualité du travail va être meilleure. Le travail d'équipe, ça aide à tout. C'est la clé du succès. Parfait. Ça, c'était les Rangers, je pense. Oui? Oui. All right. Merci beaucoup d'avoir assisté au balado. Ça fait plaisir. Ça, c'était le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, on a aussi un balado sur les patrouilleurs éclaireurs sur saison 3, épisode 10. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.